Alors, bonjour et bienvenue au webinaire de l'OVSS, Opération Veille et Soutien Stratégique. Je vous présente à l'instant vos deux conférencières, donc Sophie Michaud, chargée de projet à Communagir, et la toute nouvelle coordonnatrice de l'OVSS, Amélie Billette, qui vont vous parler aujourd'hui d'expérience. En fait, sont allés se promener sur le terrain, vont vous en parler un petit peu et vous pourrez, comme je vous disais, répondre et poser des questions là, au fur et à mesure de la conférence. Donc, les filles, je vous laisse la parole et vous me direz quand vous voulez que je partage aussi vos documents. Parfait. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. On est content d'être là, Sophie et moi. En fait, moi, je suis la coordonnatrice de l'OVSS. Je vais vous en dire un peu plus concernant cette opération-là par la suite. Mais donc, je suis nouvellement en poste et malheureusement, j'ai pas participé à ces études de cas, mais je compte beaucoup sur ma collègue Sophie et la remercie de bien vouloir vous partager les résultats de cette recherche. Donc, Sophie, peut-être tu peux te présenter et peut-être présenter un peu de quelle façon tu t'es impliquée dans ce projet-là. Oui, ben en fait, Sophie Michaud, donc je suis chargée de projet de recherche à Communagir. Donc l'OVSS, l'opération Veille et Soutien Stratégique, c'est un projet sur lequel on travaille déjà depuis 3 ans, mais qui était toujours en démarrage. On a fait des productions. On vient d'avoir un financement là, qui est plus substantiel pour les 3 prochaines années, qui était la durée souhaitée de l'opération. Donc c'est un projet là, qui s'est mis en branle dès 2015. Donc, c'est moi qui étais au fort, je dirais, à Communagir avec l'ensemble de plusieurs partenaires qu'Amélie vous présentera. Donc, j'ai été impliquée là, dans les productions jusqu'à ce jour et je suis contente de vous présenter la nouvelle coordonnatrice qui, elle, va être entièrement dédiée à l'OVSS et Communagir en est toujours et en sera toujours un partenaire qui coordonne aussi le projet là, de manière complice avec un ensemble de partenaires. Donc voilà mon implication dans les productions. Super. Merci, Sophie. Marie-Denise, je t'inviterai à mettre le... Ou c'est Sophie, pardon, je suis C'est plus... Marie-Denise, OK. parce que la technologie en a voulu ainsi. Super. OK. Donc, on va avancer au déroulement. Je vais juste vous présenter rapidement le déroulement de ce webinaire. On va commencer par une brève mise en contexte des études de cas. Puis ensuite, on va vous présenter les principaux constats tirés de ces cas et on va les illustrer par des exemples concrets. Puis on a aussi créé quelques outils à partir de ces cas, c'est-à-dire des vidéos avec des témoignages de différents représentants des démarches étudiées. Puis il y a aussi quelques outils pratiques là, qu'on sera en mesure de vous présenter. Puis comme vous a dit Marie-Denise, vous pouvez réagir en tout temps, nous poser des questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, mais il y a une période de questions réservée à la fin aussi. Donc, débutons sans plus tarder la mise en contexte. Première chose, qu'est-ce que l'opération Veille et Soutien Stratégique? Marie-Denise, si tu peux juste avancer, merci. Donc, l'OVSS, c'est né dans la foulée des grandes transformations qui ont touché le secteur du développement des collectivités et territoriales depuis 2015. Donc, c'est un projet collectif qui repose, en fait, qui est né du collectif des partenaires en développement des communautés. Donc, c'est un projet qui vise à outiller et à soutenir les acteurs du développement des collectivités, du développement des territoires, qui œuvrent dans un contexte de complexe, mouvant, en transformation. Donc, l'OVSS cherche à offrir des informations, des connaissances utiles à ces acteurs-là pour qu'ils puissent se repositionner, pour qu'ils puissent prendre des décisions stratégiques. Donc, ces études de cas-là, c'est justement une de ces réponses, essayer de documenter la réalité, puis la partager à d'autres pour inspirer puis en tirer des apprentissages. Donc, voilà pour ce qui est de l'OVSS.
Maintenant, je voulais on voulait aussi vous présenter, on fait référence toujours à un contexte en transformation, mais on voulait vous donner peut-être un peu plus d'informations à quoi on se réfère. On se réfère à la grande réorganisation territoriale qui a eu lieu en 2014-2015, donc au moment de l'abolition notamment des CRE, donc Conférence régionale des élus, la disparition des centres locaux de développement, la fin des alliances pour la solidarité, puis aussi des nouveaux rôles et compétences concernant le développement local et régional donnés au MRC et aux grandes villes. Puis de façon plus large, on se réfère aux transformations, dont les compressions budgétaires dans les différentes sphères de la vie publique, la santé et l'éducation, et aussi à l'évolution du rôle et des stratégies des grandes fondations. Donc, c'est ce qui est pour les transformations. Puis maintenant, étant donné qu'on parle de démarche territoriale concertée, on s'est dit que ça serait bien quand même vous dire 2 mots là-dessus. Une démarche territoriale concertée, c'est quoi? C'est une démarche qui est portée par une diversité d'acteurs qui provient vraiment d'horizons différents, mais qui souhaitent travailler ensemble au développement de leur collectivité à l'échelle locale ou d'un territoire. Pardon. Est-ce que j'ai dit à l'échelle locale? Non, à l'échelle d'un territoire. Parce que justement, les démarches territoriales peuvent agir sur différents territoires, au niveau local et aussi supralocal. Par exemple, à l'échelle d'une ville, on a un cas comme celui-là à Sherbrooke. Il y a un niveau supralocal, donc à l'échelle de 2 MRC, par exemple, ou d'une MRC. C'est le cas de Charlevoix. Puis au niveau d'une région, donc la région administrative, c'est le cas de notre cas en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Maintenant, 2 mots sur la méthodologie. Donc, pour mener ces études de cas, premièrement, la naissance de cette réflexion-là, ça s'est fait au collectif des partenaires. Il y a eu un moment de réflexion à se demander quels sont les effets de ces transformations sur la réorganisation de la gouvernance sur les différents territoires, puis quelles sont les nouvelles collaborations ou quel effet a ces transformations sur la collaboration entre les différents acteurs. Donc, c'est vraiment le début de la réflexion. Puis, les études de cas avaient comme objectif de porter un regard sur les transformations vécues, puis de dégager les éléments de résilience ou de force exercés par les démarches, puis considérés comme des exemples inspirants. Donc, il y a eu, on cherchait à couvrir 3 cas différents sur différents territoires. Et la cueillette de données s'est passée en 2017. C'était l'été 2017, Sophie? Oui. Si je me trompe pas. Donc, c'est une recherche qui se veut appréciative, vraiment dans le but d'inspirer d'autres milieux. Puis, oui, je t'écoute, Sophie, tu avais l'air... Oui, j'avais l'air de vouloir réagir, oui? Mais tu peux terminer. Oui, OK. Donc, il y a eu des entretiens avec différents acteurs clés des milieux, des entretiens de type qualitatif, puis une analyse documentaire pour compléter le tout. Puis, il y a un rapport, on vous annonce tout de suite, il y a un rapport complet qui est disponible sur notre site Internet, donc le site de l'opération Veille et soutien stratégique. Puis, je voulais aussi mentionner que la responsable du projet de recherche, c'était Myriam Thériault, donc on la remercie pour son bon travail. Sophie, tu voulais bonifier? Oui, ben en fait, je voulais juste dire, tu sais, que 3 territoires, l'objectif, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de démarches territoriales qui ont périclité aussi pendant cette période-là, qui n'ont pas réussi, tu sais, avec la fin de certains fonds, puis avec la restructuration, à se réorganiser, même si c'était des fois des modèles qui pouvaient être inspirants. Donc là, on est allé voir des démarches qui avaient un peu survécu à la tempête pour aller voir qu'est-ce qui faisait qui était justement qui avait une force puis une résilience puis qui avait bien passé à travers les aléas. Puis il fallait se limiter dans le choix. Donc, on est justement allé voir différentes échelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a juste 3 cas. C'était modestement pour aller voir sur différentes échelles. Puis, on pouvait pas à la fois aller voir des démarches qui avaient réussi à passer à travers et d'autres qui avaient périclité puis faire une grande analyse. Donc, on est allé voir celles qui ont passé à travers pour s'inspirer puis essayer de comprendre qu'est-ce qui avait été les éléments là, de ce passage-là. Mm-hmm. Très bien, merci. Puis il y aura possibilité aussi d'aller vers d'autres cas éventuellement, donc c'est juste un début.
Maintenant, je vous présente les cas en tant que tels rapidement pour mettre la table, puis ensuite, on va aller vers les constats plus généraux. Donc, premier cas, c'est l'ISDC, donc l'Initiative Sherbrookoise en développement des communautés, qui est née vraiment dans ces 3 partenaires institutionnels qui ont décidé de se regrouper. Donc, c'est la ville de Sherbrooke, le milieu de la santé, c'était le C3S à ce moment-là, et la commission scolaire de la région de Sherbrooke, qui ont vraiment décidé d'harmoniser leur vision du développement des communautés et de soutenir l'action territoriale intersectorielle, plus précisément l'étape de quartier qui existe à Sherbrooke. Donc, les éléments les plus inspirants qu'on retient de ce cas, c'est qu'il y a un leadership et une ouverture des partenaires institutionnels au service des démarches locales, le choix de faire du développement des communautés une priorité, puis une attention portée à se donner un cadre de référence commun, une démarche qui a duré plusieurs mois et qui a servi à définir ce qui est entendu par développement des communautés, les grands principes partagés, puis aussi un système de gouvernance commun, donc avec le rôle des partenaires, puis définir le soutien à offrir aux tables de quartier. Ça, c'est pour le cas de Sherbrooke. Pour ce qui est du cas de Charlevoix, donc c'est le développement social intégré, DSI. Le DSI résulte de l'harmonisation de 2 démarches d'approche territoriale intégrée, donc ATI, et a été mise en place en 2014. Donc, les 2 approches étaient celle de Charlevoix et celle de Charlevoix-Est, donc 2 MRC qui ont décidé d'harmoniser leur action. Cette démarche vise l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être et la réduction des inégalités sociales au plan local. Puis, pour ce qui est des éléments les plus inspirants qu'on a retenus, c'est que la volonté de travailler collectivement dans des conditions pas toujours favorables, notamment au moment de la fin des ATI, du financement des ATI, ce qui n'empêche pas que les partenaires, ça n'a pas empêché les partenaires à aller de l'avant dans la démarche et à adopter même une planification stratégique territoriale. Ensuite, un autre élément inspirant, c'est la confiance du monde municipal. Il y a eu vraiment un travail de mobilisation des élus à veiller à ce que les élus s'approprient la démarche, puis afin de créer la confiance nécessaire au soutien à la démarche. Puis, autre élément, c'est l'approche proactive des partenaires auprès des bailleurs de fonds pour s'assurer de la pérennité de la démarche. Dernier cas, le cas du ressort. Donc, le ressort, c'est le réseau solidaire pour le rayonnement des territoires qui se trouve en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. C'est une démarche donc régionale et qui est née du Forum régional en 2010. C'est une démarche qui souhaite soutenir la mobilisation, accompagner les territoires locaux dans la prise en charge de leur développement social. L'étude des cas s'est aussi intéressée à la complémentarité de 2 autres instances régionales. La table des préfets, dont la mission est plutôt de porter les revendications du local au plan national, puis le regroupement des organismes de la société civile, qui est vraiment une initiative intéressante qui vise à ce que la vision de la société civile soit prise en compte dans les orientations et les actions en développement régional. Donc, les éléments les plus inspirants, c'est l'attachement du palier régional, l'attachement au palier régional et à la mobilisation. Ça, on va en reparler un peu plus loin. Le dialogue entre les bailleurs de fonds et l'intégration des plans d'action. Donc, l'arrimage afin de faciliter l'accès au financement entre les bailleurs de fonds et pour faciliter vraiment la reddition de comptes puis la planification des démarches locales. Puis l'organisation de la société civile, donc cette initiative intéressante qui permet d'avoir un vis-à-vis aux concertations régionales, puis de faire valoir les préoccupations et les réalités des citoyens. Donc, je ne sais pas si Sophie voulait ajouter quelque chose par rapport à nos 3 cas. Ben, je voulais juste dire que, tu sais, c'est en toute humilité parce qu'on n'a pas une connaissance intime, tu sais, de tous ces territoires-là. En plus, ça évolue dans le temps. On est allé faire
3 à 4 entretiens par territoire avec des joueurs clés qui étaient complémentaires et qui venaient pas des mêmes milieux. Mais tu sais, je vois bien dans la liste des participants qu'il y en a aussi qui viennent de ces territoires-là, puis c'est toujours insatisfaisant d'être ainsi résumé, puis des fois, il peut y avoir des choses, mais alors c'est bien modeste, puis c'est plus l'analyse là, qu'on en tire qui va vous être présentée, qui celle-là, on le souhaite, aura aussi une résonance particulière là, pour vous. Merci. Donc, en fait, on va passer maintenant à la présentation des différents constats. Je vais passer la parole à Sophie, mais en première chose, on essayait de voir c'est dans quelle mesure les changements opérés en 2014 ont bouleversé les 3 démarches à l'étude ou pas. Donc, si tu peux nous en dire 2 mots, Sophie? Oui, ben en fait, ce qu'on a remarqué, la première surprise, là, ben, c'est que tout le monde ne se réfère pas constamment à 2014-2015 pour expliquer ce qui se passe dans leur territoire. Fait que c'était variable, tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vécu, mais tu sais, quand après ça, tu as de la difficulté à trouver c'est qui ton répondant dans un sécessius, tout le monde se dit pas « Ah, ma foi, c'est le grand CRA de 2015, c'est 2014-2015 ». Donc, des fois, tu sais, les gens vivaient des défis avant, les gens vont vivre des défis après. C'est une période qui a été non négligeable, qui a amené de la réorganisation, mais c'est ça, cette réorganisation-là, elle a été vécue différemment selon les territoires étudiés. Notamment dans Sherbrooke, l'effet a été moins ressenti parce que la démarche était pas en lien avec la CRE. Les ponts étaient déjà tissés avec les élus municipaux. Puis c'était pas une démarche qui était tributaire des fonds des Alliances pour la solidarité. Donc, eux, il y a eu beau avoir des nouveaux rôles aux élus, ça n'a pas beaucoup changé le partenariat qui était déjà là. Au niveau de Charlevoix, c'est venu avec le défi de la fin, justement, des financements pour les Alliances pour la solidarité qui finançaient des démarches de concertation de type ATI, là, approche territoriale intégrée, dans les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est. Sauf que la volonté de faire des ponts puis d'associer ces 2 démarches-là était déjà démarrée depuis quelques années. Les partenaires étaient réunis. Donc, ça a été davantage le lot de la perte du financement qui les a heurtés, davantage que la perte de la CRE, par exemple. Et juste pour la petite histoire, j'ai travaillé à la CRE de la capitale nationale, puis c'est ça le sentiment d'attachement de Charlevoix, donc à l'entité capitale nationale avec la ville de Québec, Port-Neuf, tout ça. C'est pas ça qui est venu les bouleverser complètement dans leurs habitudes, bien au contraire. Ils faisaient plus souvent, tu sais, la représentation de leur particularité territoriale, plus qu'une association à cette échelle régionale. Puis au niveau de la Gaspésie, justement, comme c'est l'échelle régionale qui les réunissait, que c'était aussi les fonds des Alliances pour la solidarité, ben là, c'est là où les effets ont été ressentis de manière plus importante. C'est là où c'est venu ébranler davantage les structures. Donc, si on fait un petit résumé de ce qui est venu impacter de façon variable les territoires, ben il y a les liens antérieurs avec les structures abolies, les CRE, les CLD. Puis j'aimerais ajouter le lien déjà existant avec les élus. Tu sais, c'est que des fois, les gens étaient en lien avec les élus, même si c'était pas obligatoire. Puis l'intermédiaire de la CRE, qui était plus, disons, des professionnels, n'empêchait pas que les gens pouvaient être en lien par ailleurs avec les élus, tu sais, donc, et à la fois une structure administrative et à la fois les élus comme individus ayant déjà des rôles et responsabilités. Ensuite de ça, ben, la dépendance initiale au financement qui se sont terminées. Puis là, on parle beaucoup des Alliances pour la solidarité. J'espère que tout le monde est familier, là. Mais tu sais, il y a aussi les sécessius qui ont fait des coupes. Il y a les centraides qui étaient un peu au cœur de tout ça. Les ententes qui tombaient, eux, qui avaient des sous, mais qui avaient plus toujours des véhicules. Fait il y en a beaucoup qui ont trouvé aussi des astuces puis des enveloppes transitoires pour se réorganiser. Mais c'est ça, là, tout dépendait de la structure financière qui finançait la concertation là, sur le territoire, le financement principal. Puis après ça, ben comme je le disais, l'importance de la région comme territoire. Gaspésie-les-Îles, hein, bien que ce soit une île, ça le dit, puis qu'il soit pas une région là, tu sais, qui a un territoire tout unifié en termes
de rocs et de forêts. C'est une région qui sent la pertinence de travailler ensemble. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, puis pour eux, c'est une échelle qui est significative. Alors que pour Sherbrooke, qui est une ville-centre, elle sait bien qu'elle a une réalité qui est différente de celle des autres MRC sur son territoire. Puis même chose pour Charlevoix, qui a Québec dans sa région, puis qui sent que la réalité de la ville-centre n'est pas représentative de la sienne. Donc ça, c'est venu affecter, c'est venu jouer sur comment les gens, à quel point les démarches se sont senties un peu, pas perturbées, là, mais bouleversées un peu par les changements. Est-ce qu'à ce moment-ci, Amélie, ou peut-être c'est toi qui fais ça, est-ce qu'à ce moment-ci, il y a des gens qui ont des questions ou est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner particulièrement de quelque chose? Sinon, on va poursuivre. On va de l'avant? On va de l'avant? OK. Je sais pas, moi, je vois plus le... Oui, c'est Marie-Denise qui va nous le remettre. Merci. Donc, maintenant qu'on a fait le tour un peu des effets plus largement de ces transformations sur les différents cas, on va maintenant s'intéresser aux facteurs ou aux conditions mises en place par ces démarches qui leur ont permis d'être résilientes durant cette période de changement. Puis, on a abordé, donc, on va le faire selon 4 thèmes. Celui de la gouvernance, celui de la collaboration, du monde municipal, puis la concertation régionale et supralocale. Donc, je vais vous présenter un peu le questionnement des partenaires du collectif en développement des communautés autour de la question de la gouvernance. Les membres du collectif, ils souhaitaient explorer les modes de gouvernance territoriale qui se mettaient en branle maintenant que les structures avaient été réorganisées ou certaines avaient été abolies. Donc, les effets de cette réorganisation structurelle sur la gouvernance ces démarches territoriales concertées. Je passe la parole à Sophie. Donc, en fait, là, ce qui a été le constat ou l'apprentissage à travers cette étude-là de 3 cas, c'est une gouvernance qui est vraiment au service de la mobilisation. C'est venu être un effet qui est un effet. Ça a eu un effet stabilisateur, un effet de continuité. C'est-à-dire que quand les gens savaient bien pourquoi ils étaient là, puis que c'était quelque chose qui était au-delà de la volonté, qui venait vraiment de la volonté du milieu plutôt que d'un programme de financement particulier, bien, généralement, c'est des démarches qui ont mieux passé à travers ces réorganisations-là. Toujours en se disant que c'était variable l'impact. J'aimerais pas revenir en arrière, mais vous dire que là, on a regardé les transformations, comme on disait, 2015, avec l'abolition des CRE, tout ça, des répondants qui étaient différents, l'abolition des CLD, les réorganisations en Cécius. Sauf que avec l'arrivée du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, anciennement Solidarité et Inclusion sociale, anciennement lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale, et l'exclusion sociale, eh bien, on va probablement réassister à un moment, justement, une nouvelle transformation, une nouvelle transition. Tout le monde n'est pas à la même place, tout le monde n'a pas la même gouvernance dans sa région, sa MRC. Donc, les apprentissages qu'on a faits d'une période de turbulence, je dirais, ont une pertinence renouvelée à la lumière de l'annonce à nouveau des Alliances pour la solidarité qui vont passer par des tables régionales de lutte contre la pauvreté qui vont être désignées ou créées par souvent les tables de préfets ou les instances d'élus municipaux qui ont été ceux qui ont attribué le fonds d'aide au rayonnement des régions. Donc là, c'est allé vite, là, tout ça. Mais tout ça pour dire que des transformations, il y en aura encore. Puis quand on joue dans la réorganisation, tu sais, territoriale, puis les réseaux qui collaborent, tu sais, au développement des collectivités et territoires, ben probablement que ces constats-là peuvent nous aider à passer à travers différentes transformations. Donc, au niveau de la gouvernance, comme on disait, au service de la mobilisation,
C'est pas des choses nouvelles, hein, mais l'idée d'être ancré dans les besoins et la volonté d'agir, c'est-à-dire que, exemple, dans le cas de Charlevoix puis Gaspésie, les îles, il y a des besoins, ils sont criants. C'est des régions où les ressources sont limitées puis où les gens sentent bien qu'il faut faire quelque chose. Sinon, tu sais, il y a un développement de leur région qui est nécessaire. Donc, les gens s'engagent, tu sais, de manière volontaire à participer puis à se développer ensemble, puis ils se trouvent plus intelligents à plusieurs, puis c'est ça qui les maintient. Puis en fait, cette idée aussi, c'est que même si les conditions sont pas favorables, même si des financements ont tombé, ben c'est là où on va aller chercher des fois des enveloppes transitoires, des fonds de tiroir, puis c'est où la volonté va vraiment souffler ces démarches-là pour être capable de passer à travers les différentes réorganisations. Puis ce que ça démontrait, c'est que dans chaque démarche, il y avait un moment précis, et on pouvait pointer un moment où vraiment les gens s'étaient dit c'est nécessaire, c'est pertinent, on travaille ensemble. Donc c'est ça, les opportunités financières venaient après ça bonifier et non créer les concertations. Donc, comme je dis, c'est pas nouveau, on le sait depuis un moment, mais ça contribue aussi à la stabilité puis à la continuité dans un territoire, d'être bien ancré dans les besoins puis la volonté d'agir. L'autre chose, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est prendre le temps de s'apprivoiser, prendre le temps de bien comprendre la situation sur laquelle on agit, d'établir des liens de confiance entre les partenaires, de déterminer ensemble la direction à prendre. En fait, dans tous les cas, là, ça a pris plusieurs mois, voire années, pas plusieurs années, mais mettons une année et demie, 2 ans max, pour se doter de référents communs, puis arriver à structurer cette gouvernance-là. Dans le cas de l'initiative Sherbrookeoise en développement des communautés, il y a eu un projet pilote qui a eu cours pendant quelques années, qui était toujours bonifié par des études probablement par l'Observatoire estrien en développement des communautés, sur justement les besoins, les lectures, des portraits des communautés. Donc, c'était une vision, tu sais, c'était un projet pilote, puis à l'issue de ça, on voit ce qu'on fait, puis c'est dans cette période-là où il y a eu le cadre de référence qui a été élaboré. Puis dans le cas du ressort, je me sais jamais, mais en Gaspésie-les-Îles, je me sais jamais de l'acronyme, c'est un des difficiles. D'habitude, les acronymes, je m'en sors, mais celui-là, là, je sais pas ce qui se passe. Puis développement social intégré, Charlevoix, eux, ça a plutôt été des événements rassembleurs, des moments où on convoque, où on se dote d'une lecture de la situation sur laquelle on veut agir, qu'on établit des priorités. Ça a été plus ça qui a été le ciment, généralement, de cette impulsion-là. Puis c'est ça. Donc, c'est ça qui a donné le temps, au fur et à mesure, aux partenaires de se faire confiance, de trouver une façon de communiquer qui est efficace, puis aussi beaucoup la reconnaissance mutuelle. Ah, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, OK, puis ça a sa valeur, c'est en lien avec ce qu'on essaie de faire ensemble. Puis ça, c'est toujours un ancrage, tu sais, pour une mobilisation qui est forte. Donc, encore, voilà. Puis là, la dernière chose, c'est que, fait qu'on avait s'ancrer dans les besoins et la volonté d'agir, se donner le temps et s'apprivoiser, et arrive à la fin la cerise sur le sundae, la troisième étape. C'était bon, Marie, tu pouvais se doter d'une gouvernance souple et adaptée. Fait que vous voyez, on part pas à se doter de la gouvernance en partant, c'est la résultante. Puis là, on a fait un outil pratique qui est disponible en ligne où on vous parle de quelques apprentissages qu'on a fait par rapport à ça, pour que vous-même vous puissiez là, au sein de vos démarches. Puis n'ayez crainte, là, vous allez recevoir le PowerPoint, vous allez avoir tous les liens. Donc, ne vous cassez pas le coco. Donc, c'est ça. Notamment, ce qu'on a remarqué qui était des grands principes communs de ces gouvernances-là, souples et adaptées, c'est que ça permet à chaque partenaire et acteur d'accomplir sa mission, sa propre mission. C'est pas banal, tu sais, c'est que dans le véhicule collectif, il faut aussi être capable de mieux réaliser la mission de chacun. Puis ça, c'était partout. Après ça, il y avait de viser un juste équilibre entre la flexibilité puis la solidité. C'est-à-dire de ne pas avoir des démarches qui sont, tu sais, paralysées dans des processus, ni non plus que ce soit un peu, tu sais, trop ad lib, là, puis qu'on ne sait plus qui, quoi, où, quand, comment. Après ça, c'était des structures aussi qui étaient axées sur l'action et la prise de décision. Tu sais, il y a un juste équilibre à trouver entre la réflexion et l'action. Puis là, ces démarches-là, ça en est qui se sont mis de la réflexion, mais toujours orientées vers l'action et la prise de décision. Fait que c'était un peu ce qui était transversal, mais vous allez voir aussi dans le PowerPoint, on vous présente aussi des modes de fonctionnement inspirants qu'on a vus dans ces différentes régions-là.
Donc, on vous invite. Territoire, ce n'est pas que des régions. Fait qu'utilisez-le, c'est vraiment fait pour vous avant tout, là. Puis, dernière chose, merci Sophie, mais je voulais juste rappeler, le ressort, c'est le réseau solidaire pour le rayonnement des territoires. Parfait. Puis maintenant, on va vous présenter une petite vidéo qui a été faite auprès d'une partenaire de l'initiative cherbourgoise en développement des communautés, Caroline Proulx, qui nous partage des éléments clés, notamment de leur démarche en termes de gouvernance. Donc, je demande à Marie-Denise de la mettre, si possible. On va aux frontières de... Alors, c'est notre première expérimentation de vidéo live. Durant un webinaire. Durant un webinaire. Donc, ça ne sera pas très long. Soyons indulgents. Quelqu'un aurait une question pour donner à Marie-Denise d'arriver. Ne soyez pas timide. Ça sera Il y pas en a long, aussi qui trouvent que ça va trop vite ou que, tu sais, vous pouvez... ne soyez pas timide de cela non plus. Là. On peut tout à fait reclarifier, réajuster le tir. Oh, par le miracle de la technologie. C'est pas merveilleux. J'espère que j'ai la bonne. Donc, à la rencontre de Caroline, c'est ça? Oui, ben c'est un peu toute Caroline, mais celui-là, oui, c'est bon. C'est bien. Oui. Puis là, ton son est fermé dans ta bande. Là. Alors, c'est parti. Bonjour, je suis Caroline Proulx, directrice de Sherbrooke Ville en Santé et je coordonne une partie de l'initiative cherbourgoise en développement des communautés. Alors, si j'avais un conseil à donner pour la mise en place d'une démarche intégrée, c'est vraiment de prendre le temps. C'est des processus complexes, puis malheureusement, il n'y a pas vraiment de raccourci possible. Dans notre cas, on s'est doté de notre vision. C'est important de savoir c'est quoi nos ambitions, notre visée, mais aussi de définir le comment. Dans le cas de l'initiative cherbourgoise en développement des communautés, c'est passé par notre cadre de référence. On a pris près d'1 an à élaborer le cadre, définir quels sont nos rôles, la gouvernance, les responsabilités de chacun. Donc, c'est quoi nos carrés de sable respectifs et quels sont les points de jonction sur lesquels on peut bâtir ensemble. L'autre élément important, c'est de bien s'entourer. Une démarche intégrée, c'est une démarche collective. Il faut avoir plusieurs porteurs, des leaders qui vont porter le message, la vision dans leur propre organisation. Super, merci Marie. Merci. Peut-être juste cette série-là, là, à la rencontre, c'était pour il y a eu tellement de richesse dans ce qu'on a entendu, dans l'étude de cas, en amont, je dirais, de produire un rapport là, qui propose une analyse, tout ça. Ça se traduisait pas, cette richesse-là. Donc, l'idée, c'était de retourner les voir, certaines des participantes, puis de vraiment leur permettre de le dire dans leurs mots, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis d'une perspective aussi un petit peu plus personnelle que celle d'une étude de cas d'un territoire. Donc, c'était vraiment pour aller illustrer concrètement le monde, là, parce que c'est beau se dire qu'il faut s'ancrer dans les besoins, tata, mais ceux qui l'ont fait, comment ils l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un peu ça, d'aller vraiment chercher là, cette nuance-là qu'on n'a pas dans un document ou un rapport d'étude de cas. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça l'invitation là, à cette série de capsules. Mm-hmm. D'accord. Marie-Denise, on va revenir au... Oui, super. Merci Marie, tu vas vraiment aux limites de... Parfait. Donc, justement, Caroline Proulx a ouvert la porte sur cette question de collaboration et d'individus clés, mais c'était vraiment un des questionnements des partenaires du collectif qui était à savoir, depuis cette grande réorganisation puis le départ de certains acteurs clés, de quelle façon ça affecte positivement ou négativement les réseaux de collaboration qui sont au cœur de ces démarches territoriales concertées. Donc, la question de la collaboration, qu'est-ce qu'on retient?
Donc, c'est ça, tu sais, ce qu'on savait en regardant ça, disons, d'un niveau national, c'était que les agents de développement ruraux dans les MRC, là, l'entente qui était là ne tenait plus. Tu sais, la politique nationale de la ruralité puis solidarité rurale du Québec était abolie. Après ça, les organisateurs communautaires, souvent, ils se faisaient rebrasser leurs tâches des fois. Puis là, ils étaient recentrés sur certaines missions. Après ça, les gens des CRI et des CLD se voyaient comme leur poste aboli. Puis là, on se disait comment se réorganise la collaboration entre avec différentes expertises, comment c'est mis à profit, puis comment on ne perd pas ces savoirs-là de collaboration qui existent. Fait qu'on est allé voir un peu en se disant, il faut recréer des nouveaux réseaux. Ça, c'était moins vrai finalement. Il y en a des nouveaux réseaux, mais les réseaux étaient encore existants. Puis là, voyons voir un petit peu plus dans le détail qu'est-ce qui faisait que ces réseaux-là, bien que des fois affaiblis par la perte de certaines personnes, restaient bien en place. Première chose, là, c'est ça, c'est que on a réalisé que il y avait déjà des réseaux étendus puis des individus clés. Bon, là, je décline ça. C'est sûr que l'historique de la concertation, ça joue pour quelque chose. C'est-à-dire que quand les gens ont travaillé ensemble, ont vécu des réussites, savaient pourquoi ils étaient là, qu'il y avait une culture puis des habitudes, c'est pas parce que le cadre général nous amène à rebrasser la soupe que là, on y croit plus, puis finalement, on tourne les pieds. Des fois, ça a été le cas parce que ce qui tenait le monde, c'était peut-être des financements. Des fois, c'était parce que là, c'était trop de pertes, puis ça menaçait. Sauf que quand les gens ont eu, comme un peu de capacité, puis qui croyaient, puis qu'il y avait un climat de concertation qui était généralement positif, ça permettait de passer à travers une période qui était un peu plus difficile. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que au-delà de la perte de certains individus dans certaines structures, les partenaires ils rejoignaient de façon indirecte un ensemble de réseaux. C'est-à-dire que mettons, dans l'initiative cherbourgoise en développement des communautés, il y avait des individus qui se retrouvaient aussi sur Sherbrooke Ville en santé. Ça permettait d'ouvrir, des portes, là, des fois, dans d'autres réseaux, ce qui était généralement consolidant, après ça, les gens qui travaillaient dans la ville avaient d'autres contacts. Donc, ça permettait de garder quand même, généralement, je dirais, une toile qui permettait aux démarches d'aller de l'avant. Puis un peu sous-jacent à ça, il y a le rôle d'individus clés qui a été fondamental. Tu sais, ça, c'est quelque chose de quoi on parle souvent dans les concertations, puis pas, je dirais, là, mais tu sais, le rôle des individus. C'est-à-dire qu'il y a des individus dans ces situations-là qui ont été, qui ont permis plus de continuité parce qu'ils ont réouvert à leur réseau, sont allés cogner aux bonnes portes, ils ont ramené des joueurs sur la table en des moments plus difficiles, ils ont reconstruit des passerelles avec des partenaires comme clé à ce moment-là. Il y avait déjà un lien, mettons, avec un élu, puis ils l'ont partagé. Donc, ce qui faisait que, globalement, les démarches réussissaient à se recréer des nouvelles alliances, à retrouver les gens qui avaient une expertise, puis essayer de les garder actives. Même s'ils avaient soit changé de rôle ou donc ces personnes-là clés, on en a fait une extraction, là, je dirais. Fait que, tu sais, c'était des porteurs autant pour des réseaux étendus, tu sais, puis aussi au sein de leur propre structure, dire « Hey, oh, tu sais, on avait de l'argent pour ça, mais là, il y en a plus, puis il faudrait retrouver des nouvelles façons. Nous, est-ce qu'on peut, tu sais, comme contribuer? Est-ce que moi, je peux prendre plus de temps? Est-ce qu'on aurait une opportunité au sein de notre propre organisation pour donner un peu d'air? » Fait que c'est vraiment les individus, tu sais, des individus qui ont aussi fait beaucoup de la différence. Ce qui nous a amené à faire, puis là, Amélie, je fais juste ouvrir ça, une espèce de typologie, parce que c'était pas une question qu'on posait, là. Tu sais, le rôle des individus clés, on n'était pas à la recherche de ça du tout. Puis ça a vraiment beaucoup émergé dans les témoignages qu'on a reçus. Fait qu'on s'est dit, tu sais, il faut prendre acte de ça, puis en ramener quelque chose. Fait que ça nous a permis de créer cette infographie. Ouais. Un petit outil pratique là, qui résume bien les différentes compétences clés de ces individus clés. Puis encore là, vous le trouvez en ligne sur le site. Fait que dans une vision comme stratégique ou une réorganisation, ça peut être important de les cibler, ces individus clés-là. C'est pas parce que le répondant, je sais pas, dans une municipalité, c'est le répondant X, Y, Z,
que ça va être la meilleure personne, tu sais, puis que c'est officiellement son poste, que c'est la meilleure personne pour nous aider à naviguer les opportunités dans une municipalité. Même chose dans l'ensemble des structures ou des organisations. Des fois, il y en a qui ont une connaissance intime, tu sais, de leur organisation, puis qui sont plus près que d'autres à les partager. Puis c'est ces gens-là, hein, quand c'est le temps là, de se réorganiser, qui deviennent éminemment stratégiques. Donc, plutôt que d'essayer de trouver des chemins pour convaincre les personnes qui sont supposées être nos références, c'est plutôt développer nos compétences à repérer les individus qui peuvent vraiment participer ou partager le rôle. Donc, c'est vraiment de cibler les bons individus. C'est ça? Yes. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, qu'on sait intuitivement. Puis des fois, il faut aller aussi vers la bonne personne qui a le titre officiel, mais des fois, ben c'est ça, on peut jazzer ça un peu. Et là, quand on est allé quand on a parlé de ça, le rôle des individus clés, tu sais, les gens se sont dit, mais tu sais, on n'est pas très puissant de faire qu'un individu soit clé ou pas, tu sais, ça appartient un peu aux individus. Fait que, Amélie, ça nous a amené ça vous a amené à aller questionner Martine Vallée sur ce qui lui a donné envie à elle à travailler dans une dynamique de leadership partagé, donc ce qui a fait d'elle un individu clé. C'était un peu ça, ce que vous êtes allé voir auprès d'elle? exactement. Tu sais, on se disait, fait que finalement, dans notre parcours, là, tu sais, un peu à la conquête, comprendre. Elle-même serait un peu timide à se faire, tu sais, dépeindre comme une individu clé, parce qu'on a tous une humilité, mais c'était ça, c'est-à-dire, mais les individus clés, eux autres, qu'est-ce qui fait qu'ils le sont? Fait qu'on a été voir un peu, donc on l'a demandé à Caroline aussi, de Sherbrooke, mais là, on vous présente Martine Vallée. De Charlevoix. Bonjour, je m'appelle Martine Vallée, je suis directrice générale de la commission scolaire de Charlevoix et également partenaire de la démarche du développement social intégré en Charlevoix. Alors moi, j'ai eu le bonheur d'arriver dans Charlevoix pour commencer ma vie professionnelle. J'y suis depuis maintenant 26 ans et je dirais qu'avec les années qui passent, je prends pleinement conscience du privilège que j'ai eu de pouvoir me réaliser pleinement à travers ma vie professionnelle et personnelle ici dans Charlevoix. En même temps, le fait d'œuvrer en éducation fait que j'ai la jeunesse à tous les jours devant moi. Et ça me rappelle que c'est une responsabilité de nous, les adultes actuels, de leur laisser un territoire qui va leur permettre à eux aussi d'avoir ce privilège-là de pouvoir s'imaginer rester dans Charlevoix, pouvoir se réaliser pleinement eux aussi au niveau de leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Mais devant un enjeu aussi important, les défis qu'a Charlevoix actuellement, il est clair qu'on a besoin de travailler ensemble, d'où ma participation avec les autres partenaires dans cette démarche de développement social intégré en Charlevoix. Et l'idée au bout de tout ça, c'est que nous, les adultes, comment on va pouvoir leur laisser un territoire qui va leur permettre de se réaliser pleinement. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça trippant d'aller voir, puisque là, chanceuse que je suis, j'étais productrice de ces vidéos avec pas de connaissances spécifiques, mais un vidéaste qui m'accompagnait là-dedans. Puis c'était le fun, tu sais, d'aller voir justement, puis je trouvais ça intéressant qu'on présente Martine Vallée aujourd'hui, c'est que c'est d'être au-delà de sa perspective. Tu sais, les gens, bien qu'ils aient un rôle, tu sais, ils ont une vision de la vie plus large que, tu sais, leur mission spécifique sectorielle, souvent, là. Puis c'est un peu ça, tu sais. Puis le monde de l'éducation, c'est un monde, tu sais, qui est aussi très chargé, qui a qui a sa culture, tout ça. Fait que je trouvais ça le fun, tu sais, de voir comment une directrice de commission scolaire pouvait jouer un leadership vraiment intéressant, tu sais, dans une communauté. Puis de présenter ça. Super. Donc, l'outil, on peut avancer, Marie-Denise?
Super. Maintenant, on va passer à l'importance du monde municipal dans un contexte où le transfert du pouvoir vers le municipal, c'est le contexte actuel. On se questionne, les partenaires du collectif sont questionnés sur les particularités des rapports de collaboration avec ces acteurs pour les démarches donc territoriales concertées. Qu'est-ce qu'on retient comme constat? Donc, si on se replace là en 2017, on savait, tu sais, depuis le nouvel accord de Québec municipalité que les municipalités, les MRC, pardon, se voyaient confier la compétence en développement local régional. C'est cet été-là aussi qu'il y a eu, tu sais, les annonces de fonds d'aide au rayonnement des régions, puis là où c'était des élus qui siégeaient puis dotaient les régions de priorités de développement. Dans un ensemble de champs. Là. Donc, c'est sûr que le monde municipal devient une importance accrue dans la suite. On parle même de gouvernement de proximité au niveau du discours du gouvernement. Donc, il se passe quelque chose avec les élus, puis on est allé fouiller ça. Puis, les élus et le monde municipal, de un, c'est pas la même chose. C'est un monde qui est complexe, là, justement. Ça, on le savait, mais ça se répercutait aussi dans ce qui était rapporté par les acteurs. Mais des fois, c'est un monde qui est un peu méconnu, justement, des fois, du fait de cette complexité-là, ou parce que des fois, on n'était pas obligé avant de travailler avec. Puis là, ça fait qu'il faut s'approprier un peu plus cette connaissance plus intime de ces acteurs-là. Donc, en fait, là, c'est ça. C'est particulièrement hétérogène. Les grosses municipalités comme la Ville de Québec, où je suis en ce moment, les élus, c'est des élus à temps plein, ils sont rémunérés. Alors que dans les petites municipalités, ça se fait à temps partiel, puis il y a des fois des primes, là, mais c'est vraiment pas faramineux. Donc, ça influence énormément. Les gens peuvent travailler à temps plein ou être à la retraite, mais ça influence le temps qu'on a disponible pour s'approprier des dossiers, puis participer, puis s'impliquer dans un ensemble d'espaces de concertation. Le niveau de connaissances, intérêts, compétences est variable aussi, puis quand il est question de développement social, c'est une nouvelle compétence, je dirais. Donc, c'est sûr que tout le monde a un intérêt pour la qualité de vie, veulent améliorer les conditions de vie de leurs citoyens. Cela dit, c'est impossible pour un individu, quel qu'il soit, d'autant maîtriser, comme les ponts et ponceaux, puis les chemins forestiers, la voirie, la bibliothèque, des stratégies d'inclusion, comme des immigrants, puis d'attraction, comment aménager des parcs, qui favorisent l'accessibilité universelle. À un moment donné, ça commence à faire beaucoup de thématiques. Donc, c'est sûr que, fonction de leurs intérêts, de leurs compétences, de leur passé, de leurs connaissances, mais les élus ne seront pas en bloc avec un don universel sur tous les thèmes. Fait que des fois, ça vaut la peine d'aller cibler des personnes qui sont plus touchées par les enjeux. Mais c'est ça, en développement social, il faut bien se souvenir que malgré un intérêt de tout le monde, c'est des compétences plus précises puis qui n'étaient pas nécessairement dévolues au municipal il n'y a pas très longtemps partout. Fait que c'est ça, il va y avoir différents groupes. Il va y avoir les élus dont je parle depuis tantôt, j'avais oublié, mais dont je parle depuis tantôt, grosse municipalité, petite municipalité, connaissances, compétences variées. Puis aussi, eux, leur job, c'est de donner les orientations puis les priorités dans les municipalités ou les MRC qui vont un peu venir après ça se traduire dans des actions qui sont un petit peu plus portées par, après ça, l'administration municipale. Puis ce que ça peut faire aussi un élu, c'est venir renforcer la légitimité d'un projet ou d'une démarche. C'est-à-dire que quand on a l'élu municipal, c'est comme si des fois, on s'entre-sert, c'est-à-dire qu'il y a des démarches qui vont se servir de l'élu pour gagner en légitimité. Il y a des élus qui vont venir sur les démarches aussi pour dire, regardez, je suis bien engagé aussi dans l'amélioration des qualités de vie. Donc, il y a toute la notion de représentation politique qui sont portées plus par les élus. Après ça, à un autre niveau, il y a les préfets, là, donc c'est pas tout de suite Marie, qui sont à l'échelle des MRC, qui, comme je disais, ont la compétence maintenant régionale, de développement régional local. Encore là, en termes de développement social, ça varie énormément d'une MRC à l'autre. Puis eux autres, il y a les municipalités qui ont des orientations, mais il y a des orientations qui sont prises donc à l'échelle des MRC. Puis généralement, puis surtout avec la nouvelle stratégie d'occupation vitalité des territoires,
qui est sorti un peu avant les fêtes. Mais c'est ces orientations-là, souvent, qui vont guider un ensemble de fonds québécois, tu sais, que ce soit en termes d'innovation économique ou de rayonnement des régions, tout ça. Donc, puis après ça, bien, les fonctionnaires, tu sais, les fonctionnaires, eux, tu sais, c'est les élus qui ont mis les grandes orientations en œuvre, puis c'est eux qui sont plus dans la mise en œuvre, puis dans l'action, c'est eux qui sont souvent plus présents aussi, tu sais, des fois dans des espaces de concertation, tu sais, sur de la durée. Donc, généralement aussi, puis là, on était dans un contexte électoral en 2017, les gens disaient beaucoup que la fonction, tu sais, comme publique municipale permettait une continuité, tu sais, dans les dossiers, puis que aussi, il était plus stable dans le temps, donc ça permettait d'établir une relation de confiance. Ensuite aussi, cette continuité-là, puis le fait que ce soit des professionnels souvent qui sont là depuis un certain temps, bien, ça fait que ça donne le temps d'approfondir les dossiers. Puis c'est aussi des bons alliés pour connaître le fonctionnement interne de la municipalité. Quand est-ce qu'il faut amener un dossier où il y en a qui vont à l'exécutif, d'autres pas. Tu sais, connaître la machine municipale, les fonctionnaires vont avoir une compréhension, tu sais, comme les élus aussi, mais elles vont pouvoir être des alliés là-dedans. Mais tout ça, là, ce que ça dit, c'est que l'acteur municipal est devenu, tu sais, incontournable. Mais c'est ça, c'est pas un bloc monolithique, ça s'explique pas. Il n'y a pas un rôle unique, puis ça va être modulable, tu sais, d'une municipalité puis d'une MRC à l'autre. L'autre chose qui émergeait beaucoup, tu sais, comme dans les propos, c'était une espèce de rapport de pouvoir, puis de la réciprocité, puis de la méfiance en même temps. C'est-à-dire que, tu sais, c'est venu trembler un peu le rôle des élus, comme on disait, clairement, tu sais, puis du monde municipal, c'est clairement rehaussé. Mais tu sais, ça se vit un peu différemment. Ce qui est clair, par exemple, c'est que tout le monde a maintenant, tu sais, comme plus la volonté de les rejoindre, de les intéresser, de les mobiliser. On considère que les élus ont des pouvoirs puis des rôles que d'autres n'ont pas. Puis il y a quelque part, tu sais, cette idée de alors il faut mieux les connaître, il faut s'en rapprocher. Puis ça prend forme dans des efforts là, tu sais, qui sont importants, qui sont structurés, qui sont réfléchis, de se rapprocher. Fait que, tu sais, ça vient un peu renforcer l'hypothèse que il s'est passé quelque chose dans la gouvernance territoriale parce qu'avant, il y a des dossiers qui étaient traités avec des élus, d'autres plus ou moins, mais là, les élus deviennent vraiment, tu sais, incontournables quand on travaille à l'échelle du territoire. Puis bien que les gens disent que le climat est généralement positif avec les élus, tu sais, c'est comme s'il y a quand même des zones un peu plus sensibles. Là, tu sais, on est plus ou moins des fois à l'aise, mais tu sais, du côté des élus, on sent bien qu'il y a eu une volonté, tu sais, de se différencier des crés, tu sais, qui étaient jugées comme lourdes, contraignantes. Fait qu'ils disent, on refait pas une cré, là, on refait pas une cré. Tu sais, ayez pas peur. Puis il y a beaucoup d'efforts qui ont été là. Puis dans leur nouveau rôle aussi, tu sais, c'est qu'ils ont reçu ces rôles-là. Puis là, sur le coup, tu sais, il fallait qu'ils se fassent aussi une tête sur comment ils allaient exercer leurs nouvelles compétences. Puis ils sont attachés, tu sais, quand même aussi aux nouveaux pouvoirs qu'ils ont eus, qu'ils revendiquent depuis un certain temps. Fait que des fois, ils pouvaient être méfiants, tu sais, à l'égard de tables ou de nouvelles ou de concertations, tu sais, qui voulaient venir, disons, c'était peut-être pas le cas, mais tu sais, comme avait l'air de vouloir venir prendre des bouts, surtout quand ces tables-là pouvaient avoir des rôles, tu sais, de représentation ou de revendication, puis pouvaient être un peu en compétition pour l'oreille du gouvernement par rapport à certains fonds. Fait que, tu sais, là, il y avait comme quelque chose qui se jouait, puis après ça, tu sais, dans le partage des pouvoirs et des responsabilités, il faut bien comprendre que l'élu, tu sais, la logique selon laquelle on leur donne tous ces pouvoirs-là, c'est qu'ils sont légitimes pour représenter, parce qu'ils sont élus, de représenter la population, alors que d'autres ne seraient pas élus, ben ne le sont pas ne seraient pas. Puis après ça, les élus se disent, puis après ça, c'est moi qui est imputable de ces sommes-là, de rendre des comptes à la population. Donc, des fois, ils sont frileux dans le partage par rapport à leur propre espace, comme décisionnel. Après ça, du côté, tu sais, disons, de la perception des différents espaces de concertation pour des acteurs, tu sais, c'est sûr que c'est ça. Là, les élus ont beaucoup de pouvoir, puis souvent, eux jugent qu'ils ont une expertise, tu sais. Puis là, c'est de voir comment on se rapproche, comment on fait des ponts, comment on devient complice là-dedans. Puis je dois dire qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits, comme on disait, pour engager et inclure les élus. Puis, tu sais, à ce jour, je dirais que les efforts sont beaucoup plus grands, tu sais, de partenaires, plus de société civile, à amener les élus dans leur démarche.
que l'inverse. Chaque siège gagné à des tables d'élus sont souvent, sont souvent le fruit de beaucoup d'efforts, mais on peut espérer que ce rebalancement-là va se refaire. Mais c'est sûr que c'est la première fois depuis longtemps, là, depuis les CRD et les CRIP, qu'il n'y a pas d'obligation là, maintenant de la part des élus d'inclure des partenaires société civile dans les décisions. C'est à leur discrétion. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se joue là. Fait que, finalement, là, la réciprocité entre le monde municipal et les acteurs des concertations, là, ben, c'est que c'est ça. Les municipalités détiennent une bonne partie des pouvoirs, puis il faut là, qu'on crée tranquillement des complicités, des rapports de confiance qui existent déjà par ailleurs, mais qui prennent une nouvelle dimension, puis donc construire ces relations de confiance-là si elles n'existent pas déjà. Et là, comme je papote, on a pris du retard, on pourrait s'éviter Caroline Proulx dans une vidéo qui dit qu'au fond, à Sherbrooke, ça n'a pas tant changé. OK, bon, je vais donner le punch. Oui, non, mais c'est ça. On regardera le prochain, là. Non, mais tu penses pas? Ah, OK, bon. allons-y. Ouais, allons-y. Je vous ai volé le punch, c'est pas smart. Alors, pendant que Marie à la régie, ça va bien tout le monde encore? Oui, si vous voulez réagir, nous parler de vos relations avec les élus ou le monde municipal, allez-y. Bon. Oh. Ça soulève pas des passions, ça en soulève tellement qu'on n'ose pas. Bonjour, je suis Caroline Proulx, directrice de Sherbrooke Ville en Santé et je coordonne une partie de l'initiative sherbrookoise en développement des communautés. À Sherbrooke, on a vraiment un historique de collaboration intersectorielle. Alors, le nouveau rôle des élus a eu peu d'influence sur la démarche de l'initiative sherbrookoise en développement des communautés. Par contre, ça nous a permis de revoir notre démarche. On a mieux documenté, on a évalué. Comme ça, on était capable d'outiller nos porteurs pour qu'ils soient capables de bien positionner la démarche. De retour. De retour. Merci Sophie là, pour tout ce qui est le monde municipal. On va aborder le dernier thème qui est la pertinence de la concertation régionale et supralocale. C'est un thème qui est ressorti vraiment des études de cas qui n'étaient pas nécessairement nées d'une réflexion au sein du collectif. Donc, je te laisse aller, Sophie. Oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des questions qu'on se posait, comment ça se réorganise, comment on recrée des collaborations en différents secteurs. Donc, on allait un peu à la pêche, mais là, ce qui est ressorti beaucoup, sans que ce soit des questions justement dirigées en ce sens-là, c'était quand même l'importance d'une concertation régionale et supralocale, mais qui là allait prendre peut-être une saveur un peu différente. C'est-à-dire que là, on parlait énormément du rôle du local en amont. C'est-à-dire que les démarches locales sont jugées comme étant centrales, puis on leur attribue justement le rôle de connaissance de première main de la réalité des territoires, prendre en charge leur mobilisation locale, mettre en œuvre des actions. Puis, une chose très intéressante, c'est comme si c'était au niveau local qui était dévolu le plus pas d'espoir, mais un rôle accru pour la participation citoyenne. Puis si on y réfléchit un peu, ça a bien de l'allure parce que c'est ça qui est le territoire senti des citoyens. C'est-à-dire que s'impliquer comme citoyen dans une instance comme régionale, ça peut être intéressant, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais c'est moins de ton territoire vécu, là, des fois, à part, effectivement, quand c'est un territoire qui a beaucoup de sens. Fait que, clairement, on comptait beaucoup sur les démarches locales, comme pour aller chercher le pouls des citoyens. Puis, si on prend notamment l'initiative sherbrookoise en développement des communautés, bien, dans ses fondements, c'est l'appui à l'intervention locale qui, elle, là-bas, à Sherbrooke, est en table de quartier. Fait que, clairement, là, toutes ces démarches-là s'ancraient vers du local. Puis, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est en complémentarité avec cette idée-là des municipalités
qui jouent un rôle accru, qui deviennent des gouvernements de proximité, qui sont des acteurs locaux. Donc, à part qu'ils ont beaucoup moins d'argent pour le faire, si les municipalités prennent ce rôle-là, ben, il y a une cohérence locale intéressante là, qui peut émerger. J'ai l'air peut-être un peu mêlée, c'est juste que j'ai réalisé que je n'ai pas pris garde et j'ai une fonte gigantesque pour mes notes dans mon PowerPoint commenté. Je ne m'étais pas méfiée. Donc, lire en gros comme ça, c'est plus mélangeant que d'autres choses. Donc, en fait, alors, le rôle ensuite de la concertation régionale et supralocale, une fois qu'on s'est dit que c'était local, qui était le point focal de ces démarches-là, bien qu'il y en ait d'autres qui peuvent être encore, toutes les concertations régionales et supralocales, c'est pas valable ce qu'on dit là pour tout le monde, là. Ce qu'on dit, c'est que dans ces 3 cas-là, c'était l'action locale qui était au cœur. Des fois, il y a des concertations régionales, supralocales, dont l'action locale n'est pas au cœur, puis ça a pertinence aussi. Fait que juste le rappeler. Fait que là, dans ces 2 démarches-là, comme le cœur est au centre, le rôle du régional supralocal visait davantage à venir soutenir et compléter le local. Donc, soutenir le local dans la mise en œuvre de ses décisions. Là, on a un exemple dans Charlevoix où, comme dans Charlevoix, justement, j'avais des choses intéressantes à dire qui sont écrites en fond gigantesque. Là. Ah oui, en amont de ça, c'est que on parle de régional, supralocal, mais justement, le choix du territoire va être intéressant. Là. C'est-à-dire que, il n'y a plus d'obligations. Ben là, il y en a des nouvelles. Là. Ça change tout le temps. Ça a changé, oui. Mais, le régional, le supralocal, pendant l'espèce de vide qu'on a connu, là, de à quelle échelle il faut s'organiser pour pouvoir avoir différentes opportunités, mais ça permettait aux gens vraiment de se recentrer sur l'unité, comme territoriale qui faisait du sens pour eux autres. Oui, comme territoire vécu, mais aussi comme des fois administrativement. Ça intégrait une dimension de vécu, mais qui était aussi, qui est aussi présente dans le local. Puis aussi ben là, finalement, on est tous, mettons, les acteurs institutionnels sont tous à cette échelle-là, fait que c'est facilitant, Donc, dans le cas, de la ville de Sherbrooke, ben la ville de Sherbrooke, c'est une unité de sens comme ville, comme territoire, puis comme réalité institutionnelle. Au niveau de Charlevoix, ben justement, c'est 2 MRC, Charlevoix et Charlevoix-Est, qui se sont unis parce que ils trouvaient que travailler Charlevoix ensemble, il y avait des défis qui se ressemblaient, il y avait une force qui était générée de travailler les 2 MRC ensemble. Puis au niveau de Gaspésie-les-Îles, ben justement, il y aurait pu eux autres se dire finalement, bye-bye, Gaspésie va travailler de son bord, les îles vont travailler de son bord, mais ils trouvaient encore une importance à travailler selon cette échelle-là qui était Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, c'est vers là qu'ils sont allés. Donc, ça a été intéressant de voir, des fois, vers quelles entités territoriales les gens revenaient, en absence de cadres là, qui sont très contraignants. Dans le développement régional, des fois, on disait qu'il y a des fausses régions. Fait que des fois, elles se sont révélées... elles se sont révélées dans des moments où il n'y avait pas d'obligation particulière de se regrouper à une échelle ou à une autre. Donc, justement, dans les rôles là, que je disais tout à l'heure, j'y reviens, c'est que soutenir le local dans la mise en œuvre de ses décisions, exemple, le ressort, lui, il a soutenu les MRC dans l'accomplissement de leur planification. Fait qu'il y avait comme un soutien ou une expertise en termes de planification qui était comme prêté ou offert aux démarches locales. Sinon, il y a l'idée de travailler collectivement sur des enjeux qui dépassent les frontières locales. Et là, dans ce rapport, comme dans la vie en général, on prend toujours un peu le même exemple parce qu'il est éloquent puis il est très concret, mais le transport. Souvent, si on est un quartier ou une municipalité, on se rend compte que le transport, même si on veut en parler entre nous, c'est peut-être pas là que c'est le plus facile et le plus intéressant. Il faut nécessairement en parler à une autre échelle. Donc, souvent, à cette échelle-là, ben, ce sera peut-être celle de la région pour être le plus efficace puis pour partager des ressources. Ensuite de ça, fournir des espaces d'échange. On en a parlé tantôt, mais le ressort puis le DSI Charlevoix, ils ont fait des événements rassembleurs. Donc, c'est intéressant,
de profiter d'espaces régionaux ou supralocaux où les gens se sentent investis pour venir partager des bons coups, partager une réflexion, se doter une compréhension des enjeux qui pourront ensuite être retravaillés, tu sais, au niveau local, puis se donner des fois une direction un peu commune selon les besoins parce que les espaces d'échange, c'est important qu'il y en ait au niveau local, puis c'est important qu'il y en ait à un autre niveau. Donc, ils se voyaient beaucoup un rôle à ce niveau-là. Puis après ça, il y a l'idée de représenter les enjeux et les démarches locales à d'autres niveaux. C'est-à-dire que des fois, ça peut être dans des échanges avec des ministères et organismes, ça peut être dans des échanges justement dans des instances régionales, des fois, il y a des vis-à-vis, tu sais, justement régionaux. Donc, c'est de porter la voix des démarches locales, avoir une bonne idée de ce qui se passe, des besoins, puis de devenir un interlocuteur, des fois, qui est capable de représenter, donc, les défis. Puis, inversement, faire connaître là, les opportunités. Là, on l'a pas mis, là, c'est représenté, mais tu sais, dans la vie aussi, souvent, c'est bidirectionnaire. Faire connaître les opportunités aux acteurs locaux. Donc, Martine Vallée. Ah oui. Oui, Martine Vallée, elle reprend un peu, en fait, toi, tu as repris un peu son idée, là, Et mais ça y est. c'est de choix de territoire au sein de la démarche Charlevoix. On peut l'entendre, elle, dans ses mots, comment ils en sont venus à ce choix de territoire-là, supra-local. Oh. Tadam! Bonjour, je m'appelle Martine Vallée, je suis directrice générale de la commission scolaire de Charlevoix et également partenaire de la démarche du développement social intégré en Charlevoix. Alors, il faut savoir que Charlevoix fait partie de la région administrative de la capitale nationale, soit de la grande région de Québec. En même temps qu'on dit ça, on pense à Québec, milieu urbain, alors que Charlevoix, on est vraiment un milieu beaucoup plus rural et qui se rapproche davantage, je dirais, des caractéristiques des régions éloignées, mais sans avoir le statut de région éloignée parce que faisant partie à la fois de la région administrative de la capitale nationale. Qu'est-ce qui nous distingue à part peut-être cet élément de la ruralité-là? Je vous dirais, Charlevoix vit une baisse démographique déjà depuis un certain temps et cette baisse démographique-là va se poursuivre là, si les tendances se maintiennent dans les prochaines années, alors que pour le territoire de Québec, la ville de Québec, ce qu'on voit, c'est plutôt une croissance au niveau démographique. Et un troisième élément qui nous distingue, c'est tout le lien avec l'emploi. À Québec, présentement, on parle du plein emploi, alors que dans Charlevoix, on est le territoire de la région administrative avec le plus haut taux du chômage. Donc, je dirais que ces réalités-là ont fait que les 13 municipalités du territoire de Charlevoix se reconnaissent là-dedans et ont choisi de travailler de façon concertée au niveau de la démarche pour faire un bout de chemin. Au début de notre histoire, je dirais qu'il y a eu peut-être l'aventure des approches territoriales intégrées. La MRC de Charlevoix avait commencé son approche en 2007, alors que la MRC de Charlevoix, elle, a commencé l'approche en 2013. Et quand Charlevoix, la MRC de Charlevoix a commencé son approche, ben pour ceux comme nous, la commission scolaire qui participait à la démarche qui était commencée depuis 2007 du côté de l'Est, ben on s'est dit, il me semble qu'on veut parler des mêmes choses et je dirais que c'est là que le choix s'est fait de dire pourquoi ne pas déjà commencer à travailler sur réduire les inégalités sociales de façon concertée l'ensemble des 13 municipalités. Super, merci. Je crois que c'est quand même aidant d'entendre les acteurs même de ces démarches vous parler de leur cas à eux. On aurait aimé aussi vous entendre, fait que n'hésitez pas à réagir. C'est pas mal, ça a été assez rapide, mais c'est pas mal ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On en serait à la conclusion, Sophie, les grands constats généraux de cette étude de cas. Là, vous attendez peut-être à quelque chose, là, mais en fait, c'est surtout de remettre là, la circonstance autour de ce qu'on vous a livré aujourd'hui, tu sais. C'est-à-dire que dans l'analyse qu'on propose, souvenons-nous, il y avait 3 cas, des cas de démarches qui avaient, disons,
dont on entendait parler comme étant de celles qui s'étaient réorganisées, sans trop de, pas sans trop de difficultés, c'est pas tant ça, mais que il y avait soit développé un nouveau modèle, le rapport s'appelle continuité et innovation. Donc, il y en a pour qui ça a été de la continuité, d'autres qui ont réussi, à naviguer à travers des pertes de repères pour se recréer de façon relativement solide. Fait qu'on allait chercher des inspirations, on allait chercher un peu comprendre, mais on peut pas, à l'issue de cette analyse-là, et là, c'est comme dire une grande vérité, mais on peut pas établir pourquoi ces démarches-là existent encore, ni établir avec certitude des grandes tendances dans le développement collectif. Mais c'est qu'on remarque qu'à travers ces différentes démarches-là, qu'il y a certains facteurs qui ont contribué à la résilience puis à la force. Puis moi, ce qui a été une grande surprise, j'exagère, ce qui a été une surprise ou, disons, une révélation, c'est que les mêmes choses qu'on dit par rapport à la mobilisation, au développement collectif, à comment établir des gouvernances, ces choses-là donnent une force qui fait que c'est pas des nouvelles choses, mais ce qu'on constate, c'est que ça donne une force aussi dans des moments de transformation. Donc, des fois, il y a des choses qui sont intéressantes en soi pour développer, en développement collectif, en action collective, des pratiques intéressantes, pour améliorer son action. Puis ces mêmes choses-là se retrouvent souvent peut-être mises en vedette quand là, on se dit « Oh, ça a chauffé, mais on est passé à travers. » Bien, finalement, on retrouve un peu les mêmes choses qu'on savait qui étaient déjà pertinentes pour se mobiliser en général, en tout temps, même quand il n'y a pas de transformation. C'est plate à dire, mais c'est intéressant à savoir. Puis après ça, c'est ça, on présente un ensemble d'outils, un ensemble de conditions favorables pour outiller les acteurs dans cette analyse-là. Mais c'est pas des modèles. S'il y a bien une chose là, qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est pas de faire des modèles. La richesse du moment vécu, malgré qu'il y a eu beaucoup de problèmes, c'était de donner de l'air pour que les gens puissent faire des modèles qui ne sont pas des copier-coller des exigences de programmes ou de fonds. Donc, ce que ça a donné, c'est des modèles différents un peu partout. Puis après, c'est de se centrer sur ses forces, sur son territoire, ses besoins, sa capacité, puis reconstruire des modèles, des gouvernances, des collaborations qui sont vraiment collés à votre réalité puis à vos besoins, en allant piger par ailleurs dans ce qui se fait de le fun ailleurs. Mais les recettes, ça fait longtemps qu'on sait que c'est jamais le meilleur chemin, puis ça se révèle encore. Puis là, sachant qu'il y a des transformations qui sont encore à venir, je trouve que ça peut nous inspirer de se mettre ça en tête là, pour la suite. La seule chose qui semble, là, ça je ne l'ai pas écrit, là, mais la seule chose qui est plate avec la circonstance des modèles un peu éclatés, c'est que par ailleurs, au plan de l'équité entre les territoires, là, il y a vraiment un moment où, un territoire se réorganise, l'autre atteint un seuil critique, puis il y a de la difficulté. Il y a des démarches qui sont en lien avec des élus, d'autres pas. Puis là, ça va venir jouer énormément sur la capacité des acteurs à passer à travers les transformations. Mm-hmm. Là, je vais fermer 30 secondes mon micro. Oui, c'est ça. Prends une petite gorgée d'eau. Écoutez, c'est pas mal la fin de notre webinaire. C'est la période de questions officielles, donc si vous voulez réagir, on est là pour vous entendre. Puis on aimerait savoir si vous êtes reconnus à travers ces cas ou c'est des réalités que vous nouvelles. Donc, on a Émilie Bourassa qui demande règle générale, 15 instances assurent le leadership dans la démarche collective. Dans les cas qu'on a observés, je dirais que on peut. DSI Charlevoix, ça a été beaucoup porté. C'est un ensemble, hein, c'est toujours intersectoriel, multipartenaire, là, mais dans ce cas-ci, il y avait une ressource qui était dans la MRC, qui est d'ailleurs présente à cette rencontre, qui s'appelle Émilie Dufour. Au niveau du ressort, c'était plus une entité, je dirais,
Là, c'est CASA qui est devenue fiduciaire du ressort, mais elle s'appelle Marie-Claude et elle n'est pas hébergée là, particulièrement, là, à moins que je me trompe, dans une organisation. Tu sais, c'est comme les partenaires qui l'engagent comme coordonnatrice. Puis au niveau de Sherbrooke Ville en Santé, Caroline, qu'on voyait à l'écran, elle est directrice de Sherbrooke en pas santé. Sherbrooke Ville en Santé, c'est ça. Elle est directrice de Sherbrooke Ville en Santé et elle travaille dans l'arrondissement et c'est elle qui coordonne l'initiative sherbrookoise en développement des communautés. Donc, on voit que la créativité, c'est pas ce qui manque dans les modèles. Mm-hmm. Il y a une autre question de Martin Jubainville. En fait, justement, Martin Joinville demande j'aimerais que vous me disiez un peu plus comment Gaspésie-les-Îles s'y prennent pour bien soutenir les démarches locales. Gaspésie-les-Îles, ils ont choisi eux aussi le modèle ATI à l'époque du plan de lutte. Puis là, c'est ça, là, il n'y avait plus de financement pour ces différentes démarches-là. Puis quand on est allé les voir, c'est justement un moment où il y avait là, un flottement dans la capacité de se réorganiser. Il y avait à la fois une table, puis là, j'ai oublié des fois les noms. C'est pas moi qui ai fait les... Il y avait la table des préfets qui incluait un membre de société civile. Il y avait une table de la société civile. Il y avait le ressort. Puis il était en train un peu de se réorganiser pour voir comment ils allaient pouvoir ensemble justement recréer là, des espaces pour mieux soutenir le local. Mais tu sais, c'était en train de se faire. Là. Les solutions n'étaient pas trouvées puis les moyens n'étaient pas nombreux. Là, donc, mais ça a pu changer déjà depuis. C'est ça. Ouais. Puis là, ben, j'aurais aimé ça si... je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Gaspésie-les-Îles qui est là? Qui pourrait nous renseigner? C'est pas... Manifestement. À ma connaissance, non. Non? Okay. D'accord. Bon. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, peut-être. Ah. Les citoyens, groupes de citoyennes, des rôles spécifiques dans les espaces de... Bon, la question, pardon. Est-ce que les citoyens ou groupes de citoyens ont joué des rôles spécifiques dans les... je dirais que dans la transformation, pas particulièrement, mais dans ces espaces-là de concertation, ce qu'on a remarqué, c'est que justement, c'était pas évident, puis la question de la participation citoyenne n'était pas, je dirais, centrale puis facile à capter. Il y a eu des modèles, là, mais là, ma mémoire me fait défaut. Mais justement, ce qu'on a découvert, c'est l'idée que la participation citoyenne était plus dévolue au local, dans la compréhension des rôles. Fait que c'est un peu ça, à nos questions de participation citoyenne, c'était surtout ça qui émergeait. Puis après ça, il y avait des initiatives là, qui avaient trouvé des façons intéressantes en termes de participation citoyenne, là, mais là, c'est là que ma mémoire fait défaut. Pardonnez-moi. Bon, bien, est-ce que ça fait le tour? Est-ce qu'on a encore des questions? Je vous remercie beaucoup, Sophie et Amélie. Là, j'ai ouvert ma caméra, me voyez-vous? Oui. Ah, oui, OK, parce que moi, je ne me vois pas. Donc, je vous remercie tout le monde. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir pour ce dernier webinaire de la saison. On est en train de vous concocter une petite série, encore une fois, pour l'automne qui s'en vient. Donc, certains d'entre vous sont inscrits à notre infolette, à l'infolette de Communagir. Donc, je vous invite à nous suivre là-dessus. Vous allez avoir toutes les informations. Et aussi à vous inscrire à l'infolette de l'OVSS, bien entendu, l'opération Veille Soutien stratégique. Il y a Amélie qui va entrer en contact avec vous pour vous donner toutes les informations dans les jours ou la semaine qui suit. Donc, je vous souhaite une super belle fin de journée. Puis, encore une fois, merci d'avoir été là avec nous. Merci. Merci.